Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse-moi. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette hors-série de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement on se retrouve un mardi sur 3 pour rencontrer un ou une professionnelle du spectacle et mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui cet épisode est un peu particulier car j'ai décidé de m'intéresser aux occupations des théâtres et d'aller voir ça de plus près. Alors les occupations, c'est un mouvement qui a commencé le 4 mars 2021 à l'Odéon et qui s'est propagé au fil des jours dans toute la France. Au moment où j'enregistre d'ailleurs, il y a environ 70 lieux qui sont occupés et c'est pas uniquement des théâtres. À l'intérieur de ces lieux, on retrouve des intermittents et intermittentes, des syndiqués, des non-syndiqués, des professionnels du spectacle, mais aussi des étudiants et étudiantes, des travailleurs et travailleuses précaires, et des personnes de multiples domaines, restauration, tourisme, hôtellerie, etc. Je vous emmène donc avec moi dans Paris, auprès de ces personnes qui occupent les théâtres. Ils et elles partagent leur vision du mouvement, expliquent leurs revendications et permettent d'avoir un meilleur aperçu du fonctionnement et des dysfonctionnements du théâtre français, voire même plus globalement de la société française. Allez, c'est parti. Alors on est le samedi 20 mars 2021, j'arrive un peu avant 14h devant l'Odéon, donc là où tout a commencé. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que l'Odéon est occupé, la dernière fois c'était en 2016, lors des manifestations contre la loi travail. Aujourd'hui, le 20 mars, c'est un contexte un peu particulier parce que c'est une journée de manifestation, notamment contre les violences policières et contre le racisme. Donc quand je suis sortie du métro à Luxembourg, il y avait énormément de monde. Donc finalement, quand j'arrive devant l'Odéon, ça paraît presque calme. Il y a des petits attroupements de personnes, il y a aussi l'orchestre debout qui se prépare à jouer. Et sur la façade du théâtre, on peut voir différentes banderoles en haut du bâtiment. On a un clitoris, une banderole rouge « Vive la commune », une autre « Retrait de la réforme assurance chômage » et bien d'autres. Finalement, à 14h, l'agora commence. Des occupants et occupantes viennent nous parler, voire plutôt tentent d'hurler depuis le haut du théâtre. Nous continuerons jusqu'à complète satisfaction de nos revendications. Pour rappel, nous exigeons abrogation de la réforme d'assurance chômage. Prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires. Moi je suis Pierre et je suis arrivé pour occuper l'Odéon au début. Je suis intermittent du spectacle, je suis technicien. En fait, on occupe l'Odéon, mais nos revendications, ce ne sont pas que des revendications pour les intermittents du spectacle. La première, c'est quand même la retrait de la réforme de l'assurance chômage, parce qu'elle va impacter tout le monde, tous les gens qui sont précaires, saisonniers. Et puis, je vais parler déjà du spectacle. Les droits ont été prolongés jusqu'en 2021, mais quand je regarde tous mes collègues autour de moi, on est tous à courir après les heures parce qu'il en manque. Alors un certain nombre, même moi qui travaille quand même pas mal, il manque des heures pour ouvrir mes droits. Et il faut comprendre que tous les gens qui sont assujettis au régime général du chômage, ils vont avoir la même galère, mais encore plus forte. Et puis tous les gens aussi, les gens qui veulent entrer à l'intérieur du régime, par exemple, d'intermittents du spectacle et qui n'ont pas encore les 507 heures, c'est la même chose, ils ne peuvent pas les ouvrir, ils ne peuvent pas ouvrir leurs droits, donc ils n'ont rien du tout. Et donc qu'est-ce que c'est le problème exactement avec cette réforme ? La manière dont vont être comptabilisés les droits pour ouvrir des droits au chômage, elle va être beaucoup plus restrictive, donc les gens vont perdre 100, 200 euros, voire la moitié de leurs prestations sociales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont précaires ou saisonniers, en fait ils travaillent par période, mais il y a les périodes où ils ne travaillent pas, si leurs droits doivent être ouverts sur un an ou sur
Avant, c'était sur 6 mois. Là, c'est beaucoup plus restrictif. Donc, on va prendre en compte aussi les périodes où ils ne travaillent pas. Donc, ça va baisser leurs prestations d'autant quand ils seront au chômage. Et il y a beaucoup de gens qui n'arriveront pas à ouvrir leurs droits. Et donc du coup, comment vous voyez la suite du mouvement aujourd'hui ? Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça fasse tache d'huile. Alors dans le spectacle, ça marche parce qu'il y a plein de lieux occupés, mais aussi l'Odéon, ça sert de plateforme et de mégaphone pour les autres personnes qui sont en lutte. C'est ça le but, d'occuper les lieux. C'est de servir de caisse de résonance. Et puis quand il y a l'Agora, il y a certains lieux qu'on contacte et qu'on a en direct, et du coup on fait passer leurs paroles en direct. L'Agora, tout est en direct. C'est tous les jours à 14h devant l'Odéon. Et puis avant et après, il y a des groupes qui viennent jouer et nous soutenir. C'est très festif. Voilà, comme on entend derrière. Je m'appelle Antoine et je suis comédien et technicien dans le théâtre et accessoirement occupant de l'Odéon. Et alors pourquoi tu as décidé d'occuper l'Odéon ? Pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage et après sur la base de tout ce qui se passe en ce moment, pour la prolongation de l'année blanche pour les intermittents, l'année blanche pour les intermittents de l'emploi. Voilà, ça c'est pour les revendications et parce que je suis en colère en général en ce moment avec tout ce qui se passe. On est là aujourd'hui pour la journée internationale contre les violences policières, ainsi que la journée internationale contre le racisme. Cette marche, c'est une communion entre différents. C'est le croisement des différentes luttes. On va pas tarder à démarrer le temps que le camion puisse se positionner. Ouais, ok, donc là, nous sommes en train de partir pour une manif autre. Le but, c'est de faire plusieurs revendications en même temps, en gros. Parce qu'on appelle aussi à la convergence des luttes. Et que c'est un truc général pour nous, c'est très important de ne pas se cantonner à être que des revendications pour la culture et des gens de culture. Donc là, c'est assez concret aujourd'hui pour nous et ça semblait logique de rejoindre la manifestation contre les violences policières, les sans-papiers et contre la loi de sécurité globale. Vu qu'on appelle dans tous nos tracts à la convergence des luttes, il y a un moment donné, il faut le faire aussi, c'est pour ça qu'on est là. Alors après m'être retrouvée bloquée dans la manif contre les violences policières, j'ai finalement réussi à sortir et je retourne quelques rues plus loin à l'Odéon. Là-bas, je rencontre Claire. Alors Claire, c'est une occupante qui est cette fois à l'intérieur de l'Odéon et je lui passe le micro à travers les grilles du théâtre. Moi, je suis auteure, metteur en scène, comédienne. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais de lieu en lieu pour comprendre vraiment ce qui se passe, pour comprendre les problématiques de chaque lieu, parce que c'est de l'humain, en fait. C'est des collectivités, on est à 30-40 dans un lieu fermé, avec des réunions 2 fois par jour. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et il y a toujours des forces qui se créent, il y a toujours des choses, mais c'est très intéressant. J'ai été au Quartz de Brest, j'ai été au Théâtre Gralin de Nantes, j'ai été à Rennes, je suis restée un petit peu longtemps à Rennes parce que je les ai trouvés super. Mais c'est ça qui est difficile, c'est de rester, de ne pas rester, parce qu'on a envie de rester, quoi. Mais en même temps, on comprend immédiatement ce qui se passe quand on arrive dans un endroit, c'est super. Là, le truc qui m'a le plus ému depuis ce que j'ai vu, c'est au Quartz, parce qu'au Quartz, j'ai vraiment vu des gens qui travaillaient pour le secteur privé. Donc, dans le secteur public, c'était un peu des happy few. Ils jouaient pas, mais ils avaient le droit de répéter. Ils ont eu plein de fric, etc. Alors que les gens du secteur privé, notamment les techniciens, ils sont vraiment au bord de la faillite. C'est des gens qui ont des familles, des maisons, des crédits, et ils n'ont plus de boulot, quoi. Et donc ça, c'est les gens que j'ai vus à Brest. C'est les techniciens qui sont à poil. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une photo à poil. Et ça... Il y avait un type qui m'expliquait ça avec ses mains toutes rouges là, de travailleurs. Et là, vous comprenez ce que ça veut dire. Et ça m'a vachement touchée. Et aussi, par exemple, les gens de Rennes, ils ont organisé une journée sur la jeunesse hier, pleine d'espoir. Donc eux-mêmes, ils sont très jeunes. Donc c'est vachement touchant, quoi. Donc moi, j'ai vachement de tendresse et d'affection pour eux. Et puis en plus, le directeur de l'Opéra de Rennes, il est 100% avec.
Donc ça, c'est très agréable, hein. C'est pas comme ici. Mais ici, il y a Honoré qui répète à l'intérieur et en 15 jours, il n'est jamais venu voir ce qui se passait. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est peut-être pas seulement sa faute. Peut-être qu'il n'ose pas, parce que ça peut être assez féroce, hein. Je veux dire, mais la lutte des classes, là, elle est là en plein, quoi. C'est incroyable. Côte d'Azur, mesdames et messieurs, avec la criée à Marseille, le Théâtre National de Nice. Et on n'oublie pas nos copains et nos copines belges à Bruxelles, au Théâtre National de Bruxelles. En fait, ce qui est très intéressant et à mon sens représentatif d'un monde nouveau, c'est vraiment l'empathie, c'est-à-dire le soin de l'autre. Et là, avec ça, avec ce sentiment-là qui domine, tout se passe bien. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, vous êtes accueillis, on vous procure un matelas, on vous accueille, vous êtes bienvenus, on est content de vous voir. Et quand vous parlez, on vous écoute et Voilà, alors évidemment, il y a des tensions qui éclatent, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui fait qu'il y a une empathie qui est là et qui, à mon avis, est le signe d'un monde nouveau. À Calais, c'était comme ça. Et comment ça se passe alors la vie quotidienne à l'intérieur d'un théâtre ? C'est super, on dort dans un théâtre. Moi, je me suis endormie comme un bébé, hein. Alors, ils laissent les lampes allumées dans le théâtre parce qu'ils n'ont pas envie qu'on soit confortable, mais c'est pas grave. Mais moi, je m'endors en voyant le lustre et le plafond de l'Odéon, en voyant toute cette beauté autour de moi. Moi, j'ai toujours trouvé que les théâtres, ça doit être comme des grandes maisons, qu'on doit pouvoir manger, dormir, on doit pouvoir y être. Ça doit être comme les temples en Asie, tout le temps avec du monde à l'intérieur. Alors qu'en France, les lieux de culture, ils sont fermés, ils sont cadenassés. Donc c'est ça c'est dommage. Et puis, il y a aussi une petite intelligentsia de la culture qui est là et qui fait la loi. Et celle-là, il faut qu'elle fasse de la place ou qu'elle disparaisse. Ça, il va bien falloir qu'ils le comprennent parce que c'est plus possible. Moi, je pense que déjà, il faudrait changer le fonctionnement des théâtres. Hein, ça serait déjà un début. Et puis, oui, je pense qu'il faudrait changer le fonctionnement de l'attribution des subventions. Et puis aussi, tout ça, ça va avec... moi j'habite en Bretagne, je ne peux pas aller au théâtre si je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas de transport. Et dans toutes les régions, c'est pareil. Hein. On peut mettre autant de fric qu'on veut dans le CDN. On peut mettre vraiment autant de fric qu'on veut dans les CDN. S'il n'y a pas une politique des transports en commun qui est développée de manière très fine dans tout le réseau de villages, les gens n'iront pas. Donc voilà, il y a des tas de choses à prendre en compte. Moi, ce que je vois, c'est que je sens qu'il y a des tendances qui s'inversent. C'est-à-dire que, ok, ça a été, c'est la capitale qui a impulsé le truc, mais là, il va y avoir un confinement pendant 1 mois. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux pas aller en province, quoi. Enfin, en province, j'aime pas dire la province, mais je pense que les régions vont prendre de la force par rapport à la capitale, que les forces vont s'inverser, et que ça, c'est très, très, très bien. Moi, j'appelle ça de tous mes voeux. Voilà. Et puis moi, je ne vais pas rester longtemps non plus. J'ai envie d'aller, mais je veux peut-être pas trop le dire. Parce que chaque fois que je vais quelque part, je fous un peu la merde, parce que je peux pas m'empêcher de parler. Enfin, j'aimerais bien aller à la colline, parce que je trouve que vraiment, c'est vraiment d'avoir mis, depuis le début, le directeur de la colline, il a mis les jeunes en exergue. Et je trouve que parmi les gens de pouvoir de la culture, c'est celui qui a le mieux parlé et qui a le mieux vu à quel point on était bâillonnés et à quel point on avait besoin de récupérer la parole publique qui nous a été confisquée. Parce que c'est ça l'objectif des gens ici, c'est de récupérer la parole publique. Ma transition est donc toute trouvée parce que c'est justement à la colline que je vais maintenant. Après un petit tour de métro, j'arrive devant le théâtre. Là-bas, il y a des dizaines et des dizaines d'affiches, mais par contre, il y a très peu de personnes devant. J'apprends en fait qu'ils sont en AG exceptionnel pour savoir comment ils peuvent s'organiser avec l'annonce du confinement. Et finalement, j'arrive à contacter à distance Zoé. Zoé, c'est une occupante. Elle est étudiante en théâtre et cinéma et elle se trouve à l'intérieur de la colline. Au début, le mouvement, il s'est revendiqué comme un mouvement d'étudiants.
Et après, on a énormément réfléchi vis-à-vis du fait qu'au-delà des étudiants, c'était surtout la jeunesse qu'on voulait représenter. Parce que le fait est que les problématiques qu'on aborde concernent et les étudiants et les non-étudiants. Du coup, on s'est dit non, en fait, c'est un mouvement de l'ordre de la jeunesse, plus que des étudiants. Et est-ce que les jeunes, vous avez des revendications supplémentaires par rapport aux autres du mouvement? Alors, nos revendications, c'est bien sûr la réouverture des lieux culturels dans le respect des règles sanitaires, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle cette année, l'élargissement du statut étudiant pour les élèves qui suivent des cursus de pratique théâtrale et un plan d'accompagnement des étudiants en cours de formation et sortant d'études pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Et du coup, ça serait une réduction des heures d'intermittence pour les primo-entrants parce que 507 heures, c'est énorme. Qui plus est cette année. Tous les jours à 16h devant la colline, il y a des temps ouverts à tous. Pourquoi ces moments, c'est important pour vous? Parce qu'on fait plus de théâtre dans les théâtres, donc l'un des seuls endroits où on peut le faire aujourd'hui, c'est dans la rue, quoi. Et qu'à un moment donné, c'est important de garder une pratique aussi, parce que le fait est que même si on est en études théâtrales, le fait de pas pouvoir jouer, le fait de pas pouvoir jouer devant un public, au bout d'un moment, ça fait aussi que, en termes de création, on se fige, quoi. On se fige et on perd en créativité, on perd en travail et apprendre des choses sans pouvoir les exprimer, sans pouvoir les confronter au regard du public, au regard de nos collègues, au regard de nos professeurs. Enfin, on peut pas apprendre à faire du spectacle vivant sans faire du spectacle vivant. Aujourd'hui, je pense que c'est important ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui en France et au-delà depuis mars 2020, hein, je veux dire, on peut parler de la loi sécurité globale, mais avant on peut parler de la retraite, on peut parler des gilets jaunes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, et je parle seulement en mon nom, je sais que j'ai 21 ans et je me dis comment je fais pour être entendue. Le fait est que voter, ça ne semble pas suffisant, manifester, ça ne semble pas suffisant. Signer des listes, écrire des lettres ouvertes, des communiqués, ça ne semble pas suffisant. Et est-ce que l'occupation d'infrastructures culturelles aujourd'hui, c'est une tactique et un mouvement qui peut porter ses fruits plus que d'autres actions politiques? Je ne sais pas. Je n'en suis pas certaine, mais le fait est que c'est toujours mieux d'essayer que de ne rien faire. De toute manière, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi? Je pense que c'est important. Comment tu vois la suite du mouvement aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire que vous pourriez arrêter au bout d'un moment, vous dire: «OK, là, c'est bon, on peut arrêter d'occuper les théâtres, on a eu ce qu'on voulait»? Déjà de l'écoute, de la considération, de la prise en compte de nos revendications et surtout, au-delà de la prise en compte verbale, un vrai plan d'action. Toutes nos revendications soient inscrites dans un plan d'action gouvernemental. Que ce soit concret, en fait. Après mon arrêt à la colline, je rejoins un occupant de l'Odéon qui est sorti quelques jours. Alors Jean-Charles, il est monteur et artiste et je le rejoins dans un lieu plus calme et surtout plus chaud. Avec lui, j'essaie d'en savoir plus sur l'organisation d'un théâtre occupé. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est une journée d'occupation à l'Odéon? Comment ça se passe? Une journée type Ouais, une journée type. En fait, tout dépend de quelle commission, dans quelle commission tu es, parce que ça se divise en plusieurs commissions. Donc, tu as une commission ravitaillement, une commission communication, une commission coordination, et les autres théâtres, etc. Quand tu te lèves, ça dépend des rondes aussi, parce qu'on fait des rondes toutes les nuits. Mais en gros, le premier truc qui se passe de la journée, c'est la grosse AG pour décider du programme de la journée. Donc celle-ci, elle est vraiment, organisationnelle. Il n'y a pas trop de débat et tout, etc. C'est un peu comment on va faire aujourd'hui, quoi, comment on va s'organiser. Voilà, ça dure déjà 2 bonnes heures, hein, quand même. Juste après, tu as le point presse. Donc ouais, ça dure une ou 2 heures. Chacun répond s'il veut aux journalistes. Et juste après, on commence l'agora, en fait, à 14h. Et là, oui, c'est vraiment le micro. Maintenant, on essaye de plus en plus de faire une parole libre, mais souvent, il y a des invités. Donc, on le fait dehors, et puis c'est une espèce d'extension à tous ceux qui nous soutiennent, et tout, etc. Des coordinations, des jonctions de lutte, des gens qui viennent parler de leur lutte à eux pour la mettre en résonance avec la nôtre. Et puis. Et du coup, après l'agora, vous faites quoi?
Juste après l'Agora, on fait un peu le débriefing de ce qui a été et ce qui n'a pas été, parce que l'Agora, c'est une grosse organisation. Et ensuite, le soir, c'est la grosse AG. On fait beaucoup d'AG, hein, ça parle beaucoup. Et le soir, c'est vraiment grosse AG, donc un peu plus sur le débat, quoi. On vote à peu près tout. On cherche vraiment la démocratie réelle dans tout, c'est-à-dire ça peut être une bêtise. Demain, je propose, je pars un barbecue, tu vois. Mais vraiment des choses. On essaie vraiment que tout le monde soit en accord, parce qu'en fait, on vit tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. Et si tu laisses une personne un peu sur le carreau, que t'es vraiment pas d'accord et tout, machin, tu vois, c'est bien que ça fasse souvent consensus, quoi. Et après toute cette petite journée, souvent ça finit par un petit concert quand même. Juste avant l'AG du soir, ça se réunit en commission. Et ça bosse toute l'après-midi en commission, quoi. Je sais que les amis de la com dorment très peu. Et voilà, le soir on se détend, donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de musiciens, donc ça fait un gros bœuf musical de 3 à 4 heures. Ils jouent jusqu'à 4-5 heures, des fois ils sont très très en forme. Ils sont très 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 en forme. Et du coup, comment vous êtes organisé pour les trucs vraiment très basiques comme manger, dormir, se laver Tout ça, on a été pas mal aidé quand même par pas mal d'associations. La CGT nous a beaucoup aidé aussi. Ça a été quand même des piliers assez forts de l'occupation depuis le début. Donc au début, oui, on n'avait pas forcément tout le nécessaire, les matelas, tout ça, c'est venu un peu au fur et à mesure, mais plus ça va, plus les gens nous envoient des trucs pour assurer vraiment max notre confort, c'est cool. On est assez soutenus, donc il y a vraiment de tout, hein, la bouffe, l'hygiène vraiment super simple, on nous envoie des brosses à dents, du dentifrice, des vêtements aussi pour se changer aussi. Et comment vous faites pour vous coordonner avec les autres théâtres de France et ceux qui viennent de plus en plus, jour après jour ? Vu qu'en fait, à l'Odéon, on était le premier, forcément, systématiquement, dès qu'il y a un nouveau théâtre, ils nous envoient un message, genre oui, on fait partie du mouvement, on fait partie de la team. Ils nous signalent de leur occupation. Après, oui, en fait... On n'est pas non plus des experts à l'Odéon, donc on échange tous ensemble. Le truc, c'est que oui, à l'Odéon, il y a une organisation qui est là depuis quand même 2 semaines, et tout, etc. Donc forcément, ceux qui viennent, ceux qui sont nouveaux, ils peuvent demander des conseils, mais il y en a qui s'en sortent aussi très bien, et qui nous donnent aussi des nouvelles idées, et tout, etc. Non, en fait, ça communique vraiment très très bien, quoi. Et du coup, ça se passe comment avec la direction de l'Odéon ? Ils vous acceptent comment ? En fait, ça dépend. C'est des réactions à géométrie variable. Des fois, ça dépend. En fait, c'est toujours en négociation continue, quoi. Par exemple, pour les roulements, on n'avait pas négocié ça au début, quoi. C'est un truc qu'on a réussi à gagner à force de négociation. Et je pense que si ils ont senti le vent qui montait, qui nous soutenait, qui était derrière nous, qu'on avait plutôt le vent en poupe. Donc voilà, ils se sont dit, on va peut-être pas non plus, on va peut-être accepter quelques mesures quand même pour pas qu'ils souffrent trop, quoi. Il n'y a aucun réel conflit, c'est juste que voilà, c'est vrai qu'on est en occupation, c'est pas légal, et donc il faut s'organiser, voilà, avec ceux qui sont propriétaires du lieu, quoi. Et toi, tu penses que ça va donner quoi au final, ce mouvement ? Moi, c'est mon message personnel, hein. Je pense que bien sûr, les intermittents préféreraient... Ça serait super d'abord d'avoir des victoires et tout, etc. Moi, c'est pas forcément ce pourquoi je me bats. Je me bats aussi pour ça, c'est sûr. C'est pour avoir quand même... Ça fait du bien quand même de remporter quelques victoires de temps en temps. Mais je pense que aussi les petites étincelles par-ci, par-là sont des petites victoires ou alors en feront de grandes plus tard, quoi. Je pense que ça prend... je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais ça prend un peu le mouvement sur les mêmes bases que Nuit debout, que les Gilets jaunes et tout, etc., qui au départ avaient des revendications précises, mais qui au final se sont étendues à se dire oui, il y a un problème de société, il faut changer ça très vite, et il faut changer le monde, quoi. Et le prendre par des mesures très très radicales, quoi. Il faut tout changer, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on finisse ou pas ? Non, juste voilà. Occuper tous les lieux possibles, occuper partout où vous le voulez, occuper partout où vous le pouvez. Et voilà, c'est terminé pour cette journée de rencontres et de lutte.
À aujourd'hui, une des demandes des occupants et occupantes était la tenue du Conseil national de profession du spectacle. C'est une instance qui a été créée par Jack Lang pour établir, voire rétablir un dialogue entre les professions du spectacle et le ministère. Il devait avoir lieu le 22 mars, mais il a été annulé parce que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est atteinte du Covid. Face à toutes ces occupations, pour l'instant, le gouvernement reste relativement silencieux. Reste plus qu'à savoir si la lutte se poursuivra dans l'enceinte des théâtres ou se jouera aussi en extérieur. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette hors-série. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram et à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui nous découvrent avec cet épisode, Hors Scène, c'est un podcast de conversation avec des professionnels du spectacle que j'ai créé avec l'autrice et comédienne Laetitia Leroy. Je vous invite à aller écouter nos autres épisodes, vous verrez, ils sont plutôt cool. Le générique du podcast a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!